Alors, on se retrouve pour un petit cours à distance sur le texte de Plaute, ce désespoir de Cléon, qui a été donc repris par Molière dans le monologue d'Harpagon dans l'Avare. Donc nous en étions à Quid ridetis, on va partir à partir d'ici. J'espère que vous avez été sérieux et que vous avez bien traduit seul les lignes qui suivent, que vous êtes un peu battu avec le texte. Donc le texte n'est pas difficile. Il y a deux, trois petites choses dont il faut se souvenir, deux, trois petites choses vues en grammaire, mais il n'y a pas de difficulté réelle dans ce texte. Alors, noi omnes. Noi, c'est le parfait de nosco, qui est un verbe incoatif. Les verbes en sco, donc le suffixe sco vous dit une action qui commence. Donc nosco, je commence à connaître, et c'est au parfait qu'on va trouver le sens propre du terme, à savoir j'ai fini mon processus de connaissance, donc je sais. C'est pour ça que quand vous avez noi, vous ne le traduisez pas par un parfait en français, mais par un présent. Je connais omnes tous, je vous connais tous, schio, et je sais, et là vous devez avoir une petite lanterne qui s'allume et qui vous dit attention, verbe de connaissance, d'opinion, de volonté, de perception, de pensée ou de déclaration, donc de parole, proposition subordonnée infinitive. Nous, en français, on dit je sais que, je dis que, je pense que, je veux que. En latin, il n'y a pas de construction par que dans ces situations-là. Et ce qu'on trouve, c'est une proposition subordonnée infinitive avec donc un verbe à l'infinitif et un sujet à l'accusatif. Donc schio, je sais, ça a donné science en français, c'est ce qui justifie le SC de science. Je sais que, on le met tout de suite, le que, et je vous ai mis en bleu la proposition subordonnée infinitive. Je sais que fourès des voleurs, et ces complores sont nombreux, hic ici. Donc c'est un adverbe de lieu. Donc je sais que les voleurs sont nombreux ici, qui, pronom relatif, au masculin pluriel. Le pluriel nous est indiqué par la personne du verbe, occultant et pucedent, et l'antécédent est fourès. Donc qui, masculin pluriel. Oui, qui, quae, quae, quos, quas, quae, quorum, 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 quibus, 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 quibus. Donc je sais que les voleurs sont ici nombreux, qui, occultant, cache, un volet occultant, c'est un volet qui va cacher la lumière du soleil, un rideau occultant, c'est un rideau qui cache, qui empêche la lumière de passer, parce que vous savez ce qui permet de voir, en réalité, c'est la lumière. Donc c'est la réflexion de la lumière sur les objets qui nous permet de les percevoir. Et donc qui, occultant, cache, le COD est ici, CC, eux-mêmes, accusatif du pronom personnel réfléchi, qui a la même forme que le nominatif, hein, C à le nominatif, C à l'accusatif, sui, sibi, C, donc ce sera C aussi à l'ablatif, donc C, C, sui, sibi, C. Donc qui cache CC eux-mêmes, vestitu et creta, sous le vêtement et la craie. Et donc là, je vous l'avais dit dans votre petit questionnaire, c'est ce qu'on appelle un n-diadine. Donc n-diadine en grec, ça veut dire n, un seul, dia, à travers, quelque chose qui est diaphane, c'est quelque chose à travers quoi on voit. Une dialyse, c'est quand on fait passer les choses à travers, en fait, au départ, quand on détruit à travers. Donc, et d'une, c'est deux en grec. Ça a donné duo en latin. Donc n-diadine, c'est un seul à travers deux. C'est quand vous dites une seule chose, mais au lieu de la dire d'un coup, à travers un adjectif et un nom, par exemple, ou à travers un nom et un complément du nom, à travers un seul groupe, quand vous séparez les deux informations et que vous les faites porter par deux noms différents. Par exemple, au lieu de dire, je ne sais pas, la belle fleur, vous dites la beauté et la fleur. Alors en français, c'est très rare. Pas du tout une figure de style qu'on utilise traditionnellement en stylistique française. En latin, c'est très fréquent et en grec encore plus. C'est d'ailleurs pour ça que la figure porte un nom grec. Donc ici, il faut réunir les deux noms. On ne peut pas dire à travers le vêtement et la craie, mais à travers les vêtements blancs, à travers le vêtement couvert de craie. Et je crois qu'on en a parlé en cours.
ceux qui portent un vêtement blanchi à la craie, ce sont les candidats. Donc les candidats à une élection, par exemple, vont blanchir leur toge à la craie. Vous savez, ou vous ne savez pas, que les Romains n'utilisaient pas de coton, en fait. Donc ils utilisent, par exemple, pour faire des toges, ce qu'on appelle du métis, un mélange de laine et de lin. Vous avez des toges entièrement en laine ou bien des toges en mixte, des toges d'été, quoi, en fait, en métis, lin, laine, ou bien en lin seul, et alors, pas en linceul en mode linceul de Jésus, hein, pas en un seul mot, en lin, plus loin, seul. Et donc ces matériaux, ces textiles ne sont pas blancs, ils sont blancs cassés, ils sont un peu crème clair, vous voyez, ils sont pas d'une blancheur absolue. Et les candidats, donc les prétendants à un poste particulier, se distinguaient des autres en passant leur toge à la craie, ce qui blanchissait la toge. Et d'ailleurs, ça vient de candidus en latin, qui est un adjectif, candidus aum, qui veut dire blanc tout simplement. Donc ça vous rappelle, ça vous donne le sens, par exemple, du prénom du héros de Voltaire, Candide, qui est naïf, qui est pur, et qui donc veut juste dire, enfin le gars, son prénom veut juste dire blanc. C'est le sens du nom Candide. Et la candeur, c'est d'abord la blancheur. C'est d'abord la blancheur, et donc c'est d'abord la blancheur, et c'est après la pureté morale et donc la naïveté. Et ça vous donne aussi l'origine du mot chandelle, par exemple. Une chandelle, c'est juste parce que c'est de la cire de meilleure qualité et donc elle est plus blanche que la cire des bougies, en fait, qui est jaune parce que c'est pas la même composition. Donc elle est purifiée pour les chandelles. Donc, donc qui se cache sous le vêtement et la craie, atque, donc c'est une forme un peu amplifiée de at, qui veut dire et, simplement, et qui sont assis là, sedent, c'est cédéo, s et ré, donc deuxième conjugaison, sedi, sessum. Je vais y arriver, il est un peu tard. Sedi, sessum, et donc nous, ça a donné notre asseoir, notre siège. Et mais on a formé des mots, donc là les mots ont beaucoup bougé, et c'est pour ça que le war en fait disparaît, hein, quand on dit asseyez-vous, vous voyez, on revient à un radical E en fait plus prononcé, et ça a donné par contre des mots plus compliqués, plus étymologiques, comme sédition par exemple, ou une session, voilà. Donc, et ça a donné site en anglais. Vous voyez, ils ont juste le T et le D, ce sont les deux dentales. Je vous ai dit P, B, V, F, c'est la même lettre, c'est les labiales, mais T, D, ce sont les deux dentales. Et donc, elles peuvent aussi s'intervertir. Vous voyez, par exemple, en allemand, vous avez Gott, mais en anglais, vous avez God, c'est exactement le même mot, hein, on est bien d'accord. C'est juste une façon légère de prononcer différemment la dentale. Bon, nous, on a Dieu, hein, qui n'a rien à voir, évidemment, on est bien d'accord. Donc, ils sont assis. Qui sont assis, quasi sine frugi. Vous avez ici une subordonnée hypothétique, parce que quasi, dans quasi, il ne faut pas oublier que, en fait, nous, en français, on a perdu ça de vue parce qu'on dit quasi. Mais en latin, on ne zozote jamais le S. On ne l'aspire jamais. Il est toujours sifflé. Donc, quasi sint frugi. Et dans quasi, on entend mieux le si. Donc, c'est une modulation de l'hypothétique. Comme si. Donc, comme s'ils étaient frugi, honnêtes. Mais au départ, c'est frugaux. Vous voyez, il y a la différence entre les carnivores qui sont des vieux prédateurs et les véganes, quoi, les gens qui ont eu un régime frugal et qui sont plus doux, plus honnêtes, etc. Évidemment, ça, les choses ont un peu changé. Donc je reprends la phrase. Je vous connais tous, schio, je sais, fures esse hic cum plures, que de nombreux
que les voleurs sont ici nombreux, qui occultant cesse, qui se cache, vestitu et creta, sous un vêtement blanchi à la craie, et atque sedent, et qui sont assis, qui siègent, quasi sint frugi, comme s'ils étaient honnêtes. Quid aistu? Que dis-tu? Là, c'est comme en français. Quid, que, ais, dis, tu. Et ça nous rappelle que le que en français, donc que dis-tu, est neutre, puisque on a gardé quand même des formes de ces trois genres en français. Par exemple, rien est un mot neutre, ça est un mot neutre. Des expressions comme quelque chose est neutre aussi. D'ailleurs, on dit bien quelque chose de beau, quelque chose de grand, et pas de grand de, et pas de belle. Le mot chose ici n'a absolument pas sa valeur nominale qui est connectée au féminin. Donc, on a gardé des neutres, hein, voilà, rien, ça, et ce que dans l'interrogatif, quand il ne renvoie à rien, il est tout simplement neutre. Et ça nous rappelle aussi que c'est une forme de COD. Donc quid, c'est la forme neutre de l'interrogatif, du pronom interrogatif, quis au masculin, quae au féminin, quid au neutre, qui à part au nominatif se décline exactement comme le pronom relatif. Donc après ce nominatif singulier, vous enchaînez sur la déclinaison du relatif, c'est exactement la même. Aio, c'est un verbe de parole qui est sympa parce qu'il n'y a que des voyelles. Et qui est défectif. En fait, il n'existe pas vraiment à toutes les formes. On a essentiellement les trois premières du singulier et la dernière du pluriel. On a quelques formes d'imparfait, vous voyez, ayebat, ayebam, et ça sert exclusivement dans les formes d'oralité. Donc on va le trouver par exemple au théâtre, et on va le trouver aussi dans les passages dialogués de certains historiens ou de narration en incise. Vous voyez, le dit-il, on mettra plutôt haït plutôt que dikit, en fait. Donc, quid aistu, que dis-tu? Et là, vous avez à nouveau une rupture du quatrième mur, puisque le personnage est seul sur scène, donc il s'adresse en réalité aux membres du public, vous voyez, qui jouent le rôle des personnes qui sont présentes dans l'imaginaire de Cleon, alors qu'en réalité, il est seul. Donc, que dis-tu? Tibi credere certum est, et donc c'est vraisemblable, puisque je vous rappelle, au théâtre, les premiers rangs du public sont occupés par les notables, les sénateurs, les premiers rangs de la cavalerie, etc. Donc des gens en toge, effectivement. Hein. Donc là, vous avez tout un jeu comique qui est lié à l'interpellation directe du public. Tibi credere certum est, nam, je vous ai rajouté le sujet, se bonum ex voltu cognosco. Ici, l'infinitif credere est sujet de certum est. Credere tibi, avoir confiance en toi, te croire. Certum est est une chose assurée. C'est solide. Enfin, on peut te croire. Donc nous, on traduira par un modal, en fait. On peut, avec un indéfini. Donc te croire est une chose assurée. Nam, car. Cognosco, je reconnais. Ex voltu, à ton visage, à ta face, à ton apparence. C'est bonum, je reconnais que, et je vous ai mis en bleu comme dans la phrase précédente la proposition subordonnée infinitive, je reconnais que c'est tu, et c'est bonum est un homme de bien. Ok, donc oui, on aurait peut-être pu mettre T en fait ici. Pourquoi j'ai mis C? Que tu es un homme de bien. M. Nemo habet aurum. Alors, M, c'est juste une interjection. On peut dire eh bien, par exemple aussi. Eh bien, nemo habet aurum, personne, nemo. Alors, nemo, faites attention, donc on avait déjà vu ce mot, il a une déclinaison défective. Je vais supprimer ça, comme ça évitera de changer d'écran. Nemo, neminem. Et après, il n'y a plus de forme compactée. Et on va repasser à la déclinaison de wir, l'homme. On va dire aucun homme. Nullius hominis. Nulli homini. Et nullo
hominer. Donc faites attention, les pronoms, vous vous souvenez, ils ont une déclinaison un petit peu particulière qui va mélanger la première, deuxième déclinaison et une espèce de déclinaison un peu bizarre qui est propre au pronom avec un génitif en ius et un datif en i. Donc nemo nominatif, neminem accusatif, et après on décompose nullius hominis, aucun homme, nulli homini, aucun homme, donc personne, nullo homine, aucun homme. Et évidemment, comme ça veut dire personne, c'est comme en français, il n'y a pas de pluriel. On est bien d'accord. Donc personne, aurum, parmi ces gens-là, parmi tous ceux-ci que j'ai sous les yeux, vous voyez, c'est un démonstratif, il montre encore les hommes du public, génitif pluriel du pronom démonstratif. Personne parmi tous ces hommes, abet, n'a, sous-entendu, ma cassette, la fameuse marmite, là, la marmite pleine de pièces d'or qu'il cherche. Donc personne ne l'a parmi ces hommes. Okidisti, tu me tues, tu m'as tué. Le suffixe, enfin la terminaison isti vous dit que vous êtes à la deuxième personne du singulier du parfait de l'indicatif actif. Donc c'est toujours okido, et je crois qu'on l'avait déjà eu dans le texte okido, puis de toute façon c'est un mot que vous êtes censé connaître. C'est ce qui donne Occident. Et voilà, et c'est tout. Donc tu m'as tué. Dic igitur. Dic, c'est l'impératif, deuxième personne du singulier, de dico. Alors c'est assez facile parce que les impératifs se forment pas comme ça, mais vous avez 4 impératifs irréguliers. Et ils sont très faciles à retenir parce qu'ils riment. C'est dic, duc, fac, fer. Donc dico, duco, facio, ferro. Verbe extrêmement fréquent, donc c'est normal qu'il soit irrégulier. Dire, conduire, faire, porter. On devrait avoir diqué, parce que dico se conjugue comme lego. D'ailleurs, c'est diki qu'on devrait avoir. Donc, dic igitur, parle donc. Quis abet, qui a, sous-entendu ma marmite. Nescis, tu ne sais pas. Eu me miserum. Eu, c'est une interjection qui dit à quel point on est malheureux. C'est hélas. Eu. C'est le grec, le eu grec qu'on a dans élégie. Eu legein, dire hélas. Donc hélas, me miserum, les exclamations nominales, sans verbe, en latin se mettent à l'accusatif. C'est assez logique parce qu'en fait c'est une espèce de base de proposition subordonnée infinitive. Je dis que je suis malheureux. Me miserum esse. Vous voyez, on abrège en me miserum. Donc quand vous avez une exclamation comme ça à proférer en latin, et s'il n'y a pas de verbe, s'il y a un verbe, vous le mettez au subjonctif, et s'il n'y a pas de verbe, vous utilisez l'accusatif. Donc, eu me miserum, que je suis malheureux. Misere perii. Et là, vous avez trois adverbes de manière. Misere, malé, pessimé. Non, pas ça. Celui-là. Donc, misere perii. Perii, je suis mort. C'est le même que au tout début. Vous voyez, peri, interi, okidi, je suis mort, je suis mort, je suis mort. On m'a tué. Donc, je suis mort, miséré, pitoyablement, misérablement, mais au sens propre du terme. Hein. Ce qui est misérable, c'est ce qui est digne de pitié. Vraiment, pas ce qui est ridicule, ce qui est vraiment digne qu'on s'apitoie. Je suis mort misérablement. Perditus malé, c'est exactement la même chose. Je me suis perdu, je suis perdu malé de façon terrible. Ornatus eo, je vais. Vous vous souvenez, vous connaissez ce verbe. Eo is ire, iwi itum, ce qui donne itinérant, itinéraire, etc. ITER, le programme spatial et tout et tout. Et donc, je suis perdue surtout. Eo, je vais, gère, ornatus pessimé, terriblement mal en point.
terriblement orné. Vous voyez, c'est comme, enfin, c'est l'idée de la décoration ornatus, mais quand il nous arrive des malheurs, vous voyez, on est un peu comme un arbre de Noël qui est en train de faner, quoi. Vous voyez, on perd ses décorations, on le porte dans notre corps, en fait, qu'on est désespéré. Donc, je vais jusqu'à la fin de la ligne. Tantum gemiti et mali maestitiaeque hic dies mi obtulit. Alors on se dit, bon, bah, j'ai pas de verbe de subordonnant, de choses comme ça, donc je peux aller directement chercher le verbe. Obtulit, je regarde la terminaison, je me dis, tiens, c'est une troisième personne du singulier, donc on a forcément changé de sujet par rapport à la phrase précédente, qui était la première personne du singulier. Comme c'est une troisième personne du singulier, je ne peux pas deviner quel est le sujet, donc je cherche un nominatif. Le nominatif, je l'ai ici. Donc, hic dies, ce jour. Obtulit, c'est offero. Offero, c'est ob plus ferro. Et le B est une voyelle, une consonne faible, donc elle s'assimile. Offero, offers, bop, 2F, offéré. Et devant le T, il va, pas s'assimiler au T. On aurait pu avoir 2 T, mais on va revenir avec le B. Obtulit. Et on garde la fin, oblatum. Donc c'est apporter. Ferro, porter, ob, devant. C'est pour ça qu'un oblat, c'est un homme qui s'apporte lui-même en offrande à un monastère. Donc les oblats dans les monastères, ce sont des laïcs qui ont un statut un peu particulier puisque ils ont fait vœu de servir le monastère. Donc ils vont prier pour les moines, ils vont partager un certain nombre d'actions spirituelles avec les moines, et pour autant ils vivent dans la société civile et ils ne font pas partie de la communauté monastique, ils se sont juste offerts. Donc voilà, nous, il faut revenir au présent, au ferro, pour bien voir le rapport avec offrir. Parce que nous, dans le offrir, on a un peu oublié le rapport avec apporter. Vous voyez. Et l'oblat, par exemple, bah, c'est le titre d'un très beau roman de Huysmans. Joris Karl Huysmans. Celui qui a écrit À rebours, le manuel de la décadence à la fin du 19e siècle. Donc l'oblat, comme c'est un titre, hop, on le met en machin truc. Et une oblation, bah, c'est l'inverse d'une ablation. Une oblation, c'est une offrande. C'est un mot un peu savant pour dire offrande. Donc obtulit, c'est l'équivalent de obtulit. Je vous rappelle, PBVF, PB, c'est la même lettre. Donc on l'écrit comme on veut, obtulit. Comme c'est plus facile à prononcer avec un P, en général, il écrit avec un P, surtout dans les textes de théâtre, qui sont des textes faits pour être oralisés. Donc, ce jour, hic dies, obtulit, a apporté, mi-i. Mi, ici, c'est l'équivalent, c'est l'abréviation de mi-i, datif de mais. Donc, je vous le mets là. Mais nominatif, mais accusatif, mais-i, mi-i au datif, et mais à l'ablatif, c'est le pronom personnel première personne. Je, me, moi, etc. Donc, ce jour, hic dies, mi-i obtulit, a apporté à moi, donc m'a apporté, tantum, combien grand, combien de gemiti, de gémissements, et mali, et de mal, de malheur, maestitiaeque, et d'affliction, de tristesse. Donc quel malheur, quel gémissement et quelle affliction, quelle tristesse ce jour m'a apporté, point d'exclamation. Et après, vous avez le deuxième bloc d'accusatif, toujours COD de obtulit, après le premier bloc qui était tantum. Donc combien grand est le malheur, le gémissement et l'affliction que ce jour m'a apporté.
Et il m'a apporté aussi en plus famem et pauperiem, la faim et la pauvreté. Pauperies, mot de la 5e déclinaison, comme res, comme dies. 5e déclinaison que je ne peux trop vous inviter à découvrir dans votre grammaire, à apprendre. Elle est facile comme tout. On la verra ensemble le jour où on se reverra, mais là, ce n'est pas cette semaine, ce n'est pas la semaine d'après. Et honnêtement, je ne sais même pas si c'est la semaine suivante. Quand est-ce que vous venez la semaine suivante? Je vérifie. Bah non, parce que la semaine suivante, c'est le pont de l'Ascension. Donc je ne vous vois pas non plus la semaine suivante. Donc au mieux, peut-être que je vous retrouverai autour du 15 mai, mais c'est pas sûr. Donc voilà, donc la 5e déclinaison, je pense que ça aurait du sens que vous la regardiez tout seul dans votre grammaire. Donc de faim et de pauvreté, c'est pour ça que, vous vous souvenez, P et B, V, F sont donc la même lettre, donc pauper en latin, pauper, pauperis, ça veut dire pauvre, et c'est exactement le même mot. C'est pour ça que Louis-Napoléon Bonaparte, au XIXe siècle, quand il décide de s'occuper de questions sociales, il écrit un traité contre le paupérisme. Donc c'est l'appauvrissement. Et on va parler de paupérisation. Tout ça, ce sont ces mots savants qu'on fabrique directement sur le radical latin en délaissant le radical français qui n'est qu'une évolution simplement du radical latin. Donc voilà, je vous laisserai finir tout seul pour la semaine prochaine et vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si des choses ne sont pas claires.